Voici un œuf, comme on dit en Wolof. Hein? Alors, ici, je dis, nous nous réjouissons du grand succès de ce sommet. Je voudrais insister parmi les résultats du sommet. Évidemment, les plus évidents, ce sont les résultats politiques. Parce que c'est toujours les résultats politiques qui sont les plus marquants. Vous, hommes de la presse, des médias, vous aimez bien insister sur les questions politiques. Mais la conférence, le sommet a posé beaucoup d'actes importants, mais en particulier, j'insisterai sur deux. C'est l'adoption d'une politique intégrée du français. Le français, c'est notre socle, c'est notre, comme je dis toujours, c'est la branche sur laquelle nous sommes assis. Et si nous laissons perdre le français, au nom de quoi nous serons réunis? Qu'est-ce que nous aurons en partage et qu'est-ce qui fera notre originalité? Donc, nous devons nous atteler à promouvoir le français dans tous nos pays. Et cette politique intégrée de développement du français c'est pas quelque chose de neuf. Il ne faut pas croire que c'est aujourd'hui seulement qu'on s'est mis en tête qu'il fallait promouvoir le français. Depuis toujours, la francophonie s'est préoccupée justement de ce lien ombilical qu'est le français. On ne compte plus les initiatives. La dernière en date, c'est le Forum de la langue française à Québec, que nous voulons pérenniser. Nous voulons qu'il y ait un nouveau forum en 2015 et nous voulons une périodicité triennale pour ce forum de la langue française. Mais nous avons signé ici des pactes linguistiques. L'administrateur de l'OIF a signé ici des programmes de formation aux Français, de diplomates et de fonctionnaires de nos pays membres. Nous avons un vade-mecum sur l'utilisation du français dans les organisations internationales. Nous avons un grand témoin de la francophonie qui défend la langue française aux Jeux olympiques et avec succès. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Mais ce que nous avons pensé, c'est que maintenant, nous devons avoir une politique intégrée. La francophonie, l'OIF mène des actions, l'Agence universitaire de la francophonie mène des actions, TV5, l'Association internationale des maires francophones, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'Université Senghor. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une plus grande synergie pour agir ensemble et faire que cette politique soit encore plus résolue et plus efficace. Et les chefs d'État ont adopté cette proposition de politique intégrée du français. Et le deuxième, dans cette ère de modernité, c'est l'adoption d'une stratégie francophone, une stratégie numérique francophone, à l'horizon 2020. Vous savez que dans le domaine des nouvelles technologies, tout va très vite. Et je crois il était bon que nous puissions proposer à nos chefs d'État, qui nous avaient demandé ça d'ailleurs, à Montreux. C'est bon que nous puissions faire cette proposition et les chefs d'État l'ont accepté avec enthousiasme. Maintenant, il nous appartient à nous, à nos États, de veiller à ce que ces projets s'appliquent convenablement sur le terrain. Bien entendu, Monsieur le Président, après vous avoir remercié, bien entendu, je me réjouis avec le Président de la République de mon pays du fait que le Sénégal ait été choisi, et que Dakar, et le Président Macky Sall, toutes nos félicitations pour ce choix, qui vous honore, qui honore la démocratie sénégalaise, mais qui honore aussi le père fondateur de la francophonie, le principal père fondateur de la francophonie, qui est Léopold Sédar Senghor. Et je vous remercie pour les mots gentils que vous avez eus à cet égard concernant ma personne et mon action. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Nous allons passer maintenant à la phase questions-réponses. Il y a un micro de ses côtés et j'ai l'autre de ses côtés. De ses côtés. Monsieur
Merci. Willy Kalingay, journaliste de la RDC, Géopolis Magazine. Ma question s'adresse au président Diouf, secrétaire général. Je voudrais savoir comment concilier la nécessité d'une exploitation des ressources naturelles qui exige aujourd'hui une culture transfrontalière par les moyens et par les techniques, à la garantie d'une souveraineté nationale qui souvent, elle, porte sur une vision nationale exclusive. Est-ce qu'au niveau de la francophonie, on a pu faire cette différence-là? Sur le plan technique, sur le plan des moyens, les ressources naturelles ont traversé nos frontières. Mais sur le plan des droits, sur le plan de nos lois, nous possédons encore ces ressources sur les papiers. Et c'est ça souvent qui fait la guerre en Afrique. Avons-nous pensé à intégrer cette question-là de la possession exclusive des moyens juridiques à l'exigence internationale d'accès aux ressources naturelles? Merci. Veuillez synthétiser vos questions. Je ne sais pas si c'est une question d'ordre économique, d'ordre environnemental, ou d'ordre politique, ou d'ordre sécuritaire, mais tout ce que je peux dire, c'est que l'exploitation des ressources doit s'exercer dans le cadre de la souveraineté des États, qui doivent d'abord décider s'ils exploitent eux-mêmes les ressources et les transforment sur place, ou s'ils font une place à l'exportation des matières premières vers l'extérieur, tout en se préparant avec une formation adéquate de leur cadre, avec des investissements qu'il faut plus tard à exploiter et à transformer toutes leurs ressources sur place. Ça, c'est un problème évident. Et de toute façon, nous avons voté une résolution concernant la transparence des industries extractives et forestières, parce que nous voulons que les revenus tirés de ces différentes exploitations minières et forestières soient des revenus qui profitent au maximum aux pays propriétaires. Et nous avons, à cet égard, la conférence qu'on appelle l'initiative pour la transparence des industries extractives, à laquelle nous voulons que le plus grand nombre de nos pays puissent participer. Mais il ne faut pas tomber dans le pessimisme qui consiste à dire que quand nous avons ces ressources naturelles, ce sont des malédictions pour nous. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde se précipite, tout le monde veut exploiter. Ici, il y a des problèmes de frontières, vous voyez, et c'est mondial, dans le monde entier. Vous voyez, chaque fois que vous voyez deux pays se disputer une île inhabitée, inhospitalière, on dit, ah oui, il y a une odeur de pétrole par là. Alors donc, ce sont ces questions-là. Mais je ne veux pas aller trop loin dans ce sens, parce que j'ai l'impression que votre question est un peu orientée concernant un sujet sur lequel nous nous sommes prononcés par une résolution particulièrement claire. Et voilà ce que je peux dire, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Madame. Je suis Mimi Ngumba Moulongo de Radio Okapi. Ma question, je l'adresse au président Joseph Kabila. J'aimerais connaître sa réaction par rapport à certains des discours entendus hier qui étaient orientés vers la question des droits de l'homme et celle de la démocratie. Merci. Et là, ça va? Oui. Merci. Oui, la réaction du président Kabila est tout à fait normale, tout à fait naturelle. Tout d'abord, le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, est fier de la démocratie
exercée dans ce pays. La République démocratique du Congo n'est pas du tout complexée. Et par le niveau de démocratie, de liberté ou la situation des droits de l'homme. S'il faut parler de la démocratie en République démocratique du Congo, alors il y a plusieurs points d'interrogation. Qui avait supprimé la démocratie dans ce pays? Deuxième question, qui avait rétabli la démocratie dans ce pays? Et troisième question, qui a peur de la démocratie en République démocratique du Congo? Je n'aurai pas le temps pour vous donner des réponses à chaque question. Mais nous pratiquons la démocratie dans ce pays par conviction. Par conviction et pas par contrainte. C'est notre choix et on est déterminé et nous pensons qu'on est sur la bonne voie. Quant à la situation des droits de l'homme, je n'ai pas grand-chose à dire. Les exactions des droits de l'homme, principalement à l'est du pays, sont dues à la guerre qui nous est imposée depuis maintenant 7 ou 8 mois dans les territoires de Rutshuru, dans plusieurs localités, Bunagana, Rumangabo, etc., etc. Si vous faites allusion à la situation des droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire national, et je me répète, le Congo n'est pas du tout complexé. Et chaque fois qu'il y a eu des abus des droits de l'homme, des manquements graves, il y a eu les arrestations, ou soit un procès, ou plusieurs procès. Et actuellement, il y a un procès qui est en cours. Je n'aimerais pas évoquer ni parler de ça. Mais en gros, nous pensons que ce soit sur la question des droits de l'homme, démocratie, liberté, au-dessus de la bonne voie, on n'est pas du tout complexé. Merci, Monsieur le Président. Ces côtés-là, mademoiselle. Oui, tout au fond. Je suis Magloire Paloukou de Radio Kivu 1, émettant de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo.